Bonjour à toutes et à tous. Il est 10 heures, donc nous allons commencer ce conseil. Nous sommes 9 présents et nous avons reçu 2 procurations, une de Monsieur Thormann qui donne procuration à Jean-Luc Lepache et une de François-Yves Le Thomas qui donne procuration à Dominique Sichet. Au niveau du secrétariat de la séance, Marion, est-ce que tu es d'accord pour la séance ? Donc, est-ce que le Conseil est d'accord pour que Marion Rillet soit la secrétaire de la séance? Qui vote pour? Merci. Donc, nous pouvons délibérer et nous allons dérouler l'ordre du jour. Avant de commencer, juste, Émeric Lamy avait demandé à ce qu'il y ait un point à l'ordre du jour concernant une présentation du bilan du PAT. Alors, on n'a pas du tout oublié cette demande, mais vu la densité et le nombre de points qu'il y a à l'agenda, on vous propose de le remettre au mois de janvier. Très bien. Donc, on commence l'ordre du jour. Le point numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 12 novembre. Donc, vous avez reçu, avec les documents de travail, une proposition de procès-verbal. Est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques? On va voter contre, mais on ne va pas refaire le débat de la dernière fois. D'accord. D'accord, donc je propose de passer au vote. Qui vote pour l'approbation du procès-verbal des conseils municipaux du 12 novembre 2024? Qui vote pour? S'abstient? Qui vote contre? Très bien, donc ce procès-verbal est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. Le point numéro 2, qui est un point important, concerne la délégation du service public d'eau potable et d'assainissement collectif. Et donc, c'est la dernière étape d'un processus assez long qui avait commencé, je vous rappelle, au mois de janvier 2024 et qui doit se terminer maintenant, compte tenu du fait que nous n'avons plus de contrat à partir du 1er janvier 2025. Donc, on en est au point de la procédure où je dois vous proposer un choix de délégataire. Et vous avez donc reçu, en accord avec la procédure qui dit qu'il faut que les documents soient mis à disposition des conseillers 15 jours avant la séance, vous avez reçu un certain nombre de documents, dont le document le plus important qui est le rapport du maire qui expose les motifs du choix de l'entreprise et l'économie générale du contrat. Alors, je vous propose de passer rapidement à travers ce document qui retrace tout le déroulement de la procédure et la négociation. Donc, on avait commencé le 1er février 2024 où le Conseil a décidé de procéder à une consultation pour mettre en place un nouveau contrat de délégation de services publics pour l'eau et l'assainissement et pour une durée de 9 ans ou 12 ans à partir du 1er janvier 2025. On a fait les parutions obligatoires dans les journaux. Le 25 avril 2024, la commission DSP a dressé la liste des candidats admis à présenter une offre et je vous rappelle qu'on avait sélectionné à l'époque 3 candidats, Lassor, Suez et Veolia. On a reçu, in fine, le 2 juillet 2024, 2 offres, une de Lassor et une de Veolia. Et on avait pris les services du SDAEP pour faire la préparation de l'analyse des offres, ce qui a été fait, et qui nous a été présenté le 19 juillet 2024. Et donc, la recommandation suite à l'analyse des offres a été d'engager une phase de négociation avec les 2 candidats, Lassor et Veolia. Enfin, le 25 octobre, la commission s'est à nouveau réunie pour procéder au choix de l'entreprise qu'elle recommandait au maire de sélectionner. Et donc, fin novembre, j'ai convoqué le Conseil qui se réunit aujourd'hui afin de justement vous présenter ce rapport et de vous présenter le choix d'une entreprise pour cette DSP. Voilà, au niveau de la négociation, juste pour, je ne vais pas reprendre toutes les dates, mais
On a fait une longue négociation avec des phases de clarification et on a demandé à 2 reprises aux 2 soumissionnaires de refaire des offres pour qu'on soit certain d'avoir une offre la meilleure possible pour la commune d'une part et puis qui couvre absolument tous les points. On a décidé au cours de ces différentes démarches d'un certain nombre de choses, de considérer uniquement la durée de 9 ans et non pas de ne pas garder les 2 options 9 ans ou 12 ans. Et puis, on leur avait demandé, il faut qu'on statue dessus aujourd'hui, on a vu des prix assez importants concernant le traitement des boues et des refus de dégrillage. Et en tant que collectivité, on a la possibilité, en se rapprochant du SMITRED, d'obtenir des meilleures conditions pour le traitement de ces boues et de ces refus de dégrillage. Donc, on leur a demandé des options avec traitement des boues et des refus et sans traitement. Voilà. Et donc, au bout de cet exercice, sauf si vous le demandez, je pense pas repasser à travers tous les détails du nombre d'abonnés, etc. Ni des conditions qui ont été définies dans le contrat qu'on a travaillé. In fine, pour aller rapidement au point, on a reçu des offres définitives sur lesquelles une évaluation a été faite par le SDAEP avec un certain nombre de critères pour obtenir le classement, parce qu'il est important de dire que, et ça a été vrai pendant toute la durée de la négociation, les offres des 2 soumissionnaires étaient très proches l'une de l'autre. Et donc, il fallait vraiment rentrer dans le détail des offres pour savoir quelle était la meilleure offre pour la commune. In fine, on est arrivé au niveau du classement à avoir Veolia qui a une note de 88,73 sur 100 et la SOR une offre de 84,50 sur 100. Voilà. Ensuite, il y a le détail de tous les prix, mais je passe là-dessus. Et donc, la commission avait recommandé de retenir l'entreprise en fonction du classement qui avait été évalué, et donc recommandait de sélectionner Veolia. Et donc, je vous confirme et je propose, en tant que maire, de sélectionner Veolia comme entreprise pour assurer la délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement pour les 9 prochaines années. Comme je vous l'ai dit, les offres étaient très proches au niveau financier, notamment des différences très faible, on parlait en pourcent, mais on avait de la part de Veolia une offre plus cohérente en termes d'organisation du service et en termes du personnel. Il proposait d'affecter plus de personnel à la commune comparé à la SOR, et ça nous a paru un point assez important. Et en reprenant Veolia, bien évidemment, on évite une phase de découverte de l'entreprise et pour l'entreprise de découverte du service. Voilà. In fine, ça donne des tarifs qui seront appliqués par l'entreprise, aussi bien pour l'eau que pour l'assainissement. Et donc, on a fait avec le SDAEP aussi une analyse sur 2 choses. Fallait-il reprendre au niveau de la commune le traitement des boues et les refus de dégrillage? Et la conclusion a été oui, c'est plus économique pour la commune. Et deuxième point qui a été discuté, c'était de savoir s'il fallait introduire un tarif différencié entre la basse saison et la haute saison
comme c'était déjà le cas pour l'alimentation en eau potable, pour l'assainissement. Et pareil, on a discuté notamment avec le SDAEP sur ce point, et il est clair que notre station d'épuration est dimensionnée pour en fait la période de haute saison, et c'est le moment où il y a clairement le plus de traitement des eaux usées, et donc il paraissait logique, et presque plus logique que pour l'alimentation en eau potable, de faire un tarif différencié entre basse saison et haute saison. Donc on a pris aussi le SDEP pour nous aider à déterminer comment se répartirait le tarif basse saison et haute saison. Voilà, donc in fine, ce qu'il est important de dire, c'est que les deux offres étaient très proches, et les deux offres présentaient des augmentations substantielles des tarifs, aussi bien pour l'eau que pour l'assainissement. Et donc on a, pour, on va dire, les gens qui ne sont pas raccordés à l'assainissement collectif, une augmentation prévisible sur la base de 72 mètres cubes. Et j'insiste là-dessus parce que la variation est importante en fonction de la consommation des ménages. On a une augmentation de 26,79% pour l'alimentation en eau potable seule, et pour l'alimentation et l'assainissement collectif, toujours sur la base de 72 mètres cubes, on a une augmentation de 20,24%. Alors après, juste pour voir la sensibilité, par exemple, j'ai regardé sur mes factures, en appliquant vraiment à mes factures sur une année complète en fonction de ma consommation et de la répartition de la consommation entre la basse saison et la haute saison. Pour moi, j'arrive à une augmentation de 18%. Et je suis connecté à l'assainissement collectif, donc c'est sur l'ensemble, c'est 18%. Donc c'est clairement une augmentation importante. Donc là, un autre point a été vérifié par rapport à ce qui se fait à proximité. Et pour votre information, jusqu'à l'année dernière, on payait l'eau, l'alimentation en eau potable au même niveau qu'à Paimpol. Et donc maintenant, avec l'augmentation due à la nouvelle DSP, en alimentation pure, on va être environ 10% plus cher que Paimpol. Là où il y a une différence plus importante, c'est sur l'assainissement collectif. L'assainissement collectif était déjà notoirement plus cher que Paimpol en 2024, et donc la différence perdure bien évidemment en 2025. Voilà, vous avez peut-être des questions ou des commentaires. Alors, j'avais deux questions, vous avez répondu à une partiellement. Les augmentations pour le consommateur que vous évoquez, 26% pour eau, 20% quand il s'agit eau et assainissement, c'est sur la part Veolia. Non, c'est l'ensemble. Non, c'est l'ensemble. C'est la facture. Avec la commune, avec la part communale. Avec la part communale. Parce que vous l'avez pas précisé. Excusez-moi. Non, on a demandé au SDAEP. Parce que c'est qu'il y a un consommant. C'est pas dans le dossier. C'était pas dans le dossier. Donc... Excusez-moi. Non. C'est global. C'est global. Non, et justement, si on avait pris que la part Veolia, l'augmentation aurait été substantiellement plus importante. Ouais. D'accord ? Sur le dégrillage, etc. Non, pas que. La commune, nous, on a essayé de minimiser l'impact. Donc, globalement, si vous voulez, les tarifs communaux, on a cherché à les augmenter de 3%. Là où, et donc, ça baisse, l'augmentation globale baisse. Et s'il y avait eu que la part Veolia, on parlerait plutôt de 35 à 40. 35 et 40. Oui, c'est ça.
Donc, les chiffres que vous avez donnés, c'est C'est une consommation de 72 mètres cubes globalement. C'est la facture. C'est la facture. Voilà, je peux vous donner une facture annuelle pour quelqu'un qui consomme 72 mètres cubes sera de 306 €. Et si cette personne est raccordée au service de l'assainissement, la facture totale pour l'année pour 72 mètres cubes sera de 982 €. Donc ça, avec une inconnue toujours, c'est les taxes liées à l'eau qui peuvent tomber. Oui, Non, elles sont dedans, mais elles peuvent varier tellement, comme on l'a vu, et ça, la commune ne maîtrise pas. J'avais une deuxième question qui a été évoquée lors de la commission DSP, mais qui n'avait pas à être traitée par la commission, c'est les indexations prévues dans le contrat. Il y avait une négociation sur le contrat à faire avec le délégataire pressenti, c'est-à-dire Veolia. Vous avez pu avoir toute précision là-dessus et vous avez pu faire des simulations, des calculs. Alors, le SDEP a fait des simulations, a interrogé Veolia pour être certain que les coefficients qui avaient été proposés par le SDEP, parce que justement Veolia avait parlé éventuellement d'ajustement, n'auraient pas lieu et il n'y a pas d'ajustement, donc les formules que vous avez pu voir ont été confirmées par Veolia. Les formules ont été confirmées et les dates de départ, parce qu'il pouvait y avoir une ambiguïté sur le fait que en fait, on allait récupérer des indices de 2022 ou 2023, ça c'est exclu. C'est exclu aussi et c'est bien précisé dans le contrat qui est proposé. Et dans la négociation de contrat, il n'y a pas eu d'éléments, je dirais, significatifs. Il n'y a pas eu non. On est resté, même il y a eu, Julienne, vous me confirmez, il n'y a eu aucune modification demandée par Veolia par rapport à tout ce qu'on a discuté en commission. Alors, avant de passer au vote, un commentaire un peu historique. Dans votre profession de foi, lors des élections de 2020, vous écriviez que vous voulez, je cite, sortir des délégations de services publics, de la distribution de l'eau et de l'assainissement dès que possible et envisager un autre mode de gestion. C'est ce qui était écrit et je l'ai repris. Nous n'allons pas vous reprocher d'avoir abandonné cette promesse de campagne qui n'était pas réaliste. Nous pouvons souligner également que, contrairement à ce qui avait pu être abondamment dit à l'époque, les précédentes délégations de services publics avaient été habilement négociées. Vous avez pu désormais vous en rendre compte. Les augmentations ne feront plaisir à personne, mais nous sommes responsables et nous voterons en faveur de cette DSP, puisqu'elle est maintenant unique, qui sera toujours en vigueur après 2026 et même après 2030. Écoutez, je vous remercie. Je reconnais tout à fait que la précédente DSP avait été bien négociée, compte tenu du fait, et je vous l'ai dit, qu'en 2024, l'eau à Bréa était moins chère que l'eau à Paimpol en alimentation uniquement. Donc, pour moi, c'est un signe clair. D'autres commentaires ou questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Et est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le choix que je vous ai proposé, qui consiste à confier l'affermage des services publics d'eau potable et d'assainissement à la société Veolia pour une durée de 9 ans et m'autoriser à signer les pièces correspondantes après un passage en préfecture. Il y a encore une procédure relativement complexe en termes de soumission des documents à la préfecture et vérification de pas mal de choses. Néanmoins, en fonction du vote d'aujourd'hui, je vais signer le contrat dès cet après-midi. Et ensuite, justement, on envoie une foultitude de documents à la préfecture en espérant qu'on nous les renvoie très rapidement et on prévoit une signature de Veolia avant la fin de l'année. Donc ça compte. Oui. Le terme est affermage? Oui, a priori, c'est ça que je lis sur la délibération. Le terme proposé par le SDAEP, on parle de fermier, effectivement, de fermier autodélégataire. L'affermage, il peut y avoir je peux redemander confirmation, mais déjà dans la délégation précédente. C'est l'affermage. Ok, donc je vous propose de passer au vote. Qui vote pour? Merci. Cette résolution est adoptée
à l'unanimité. Le point numéro 3, ce sont les tarifs communaux complémentaires pour 2025. Donc, on avait déjà voté un certain nombre de tarifs, mais on doit en regarder 3 complémentaires. Le premier, c'est le tarif concernant les sanitaires publics de la place du Bourg et de la Légoate. Donc, juste pour vous donner, on a fait un bilan et un débriefing de ces 2 toilettes qui ont été installées avec un système de paiement. Donc, pour votre information, pendant la saison 2024, 16 000 personnes ont utilisé ce service payant. OK, pour un revenu net, je dis bien net, parce que vous pourriez, de 7 000 euros. Et les dépenses correspondantes en eau, papier, produits de nettoyage et produits chimiques de 9 000 euros. Alors, je vous donne ces éléments. L'idée n'était pas du tout d'équilibrer les dépenses et les recettes, mais c'était quand même de compenser un petit peu le coût de ces installations. On a eu un certain nombre de commentaires dans la saison. Néanmoins, on propose pour la saison prochaine de reconduire au même tarif l'accès à ces toilettes et uniquement l'accès aux toilettes donc du bourg et du patronage ou de la Légoate pour faire un bilan sur une saison complète en 2025. Donc ça, c'est le premier tarif. Alors peut-être prendre vos commentaires s'il y en a d'abord sur ce tarif et puis ensuite il y a 2 autres points. Et un commentaire général par rapport au vote de la dernière fois. L'inflation à fin novembre, puisqu'on a les chiffres maintenant, est à 1,3, là où la plupart des tarifs ont augmenté de 3 et certains de plus que ça. Et le 7 novembre isolé est à moins 0,1. Donc 1,3 et moins 0,1. Donc notre remarque lors du dernier conseil sur l'inflation et l'augmentation des tarifs bien au-delà de l'inflation était justifiée. Sur le tarif des toilettes, on a déjà fait les commentaires plusieurs fois. Nous trouvons que c'est un tarif qui est discriminant contre les femmes qui ne font pas utiliser les toilettes extérieures et les personnes à mobilité réduite. Donc on votera contre ce tarif. Vous dites que les personnes à mobilité réduite, il y a une cabine. Oui, mais elles sont obligées de payer aussi. Ah oui, pardon. Le fait de payer, d'accord. Ça, c'est le premier tarif qu'on souhaite remettre dans la liste des tarifs communaux. Le deuxième tarif, c'est un oubli. En fait, lors du conseil portuaire de l'été dernier, il avait été décidé de demander une redevance, on va dire, annuelle de 10 € pour les gens qui souhaitent s'inscrire sur une liste d'attente. Alors pourquoi le conseil portuaire a discuté de ça? C'est parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent une année, qui ensuite ne contactent pas la mairie et il peut se passer 10 ans sans qu'ils aient 2 bateaux ou qui reviennent en disant j'ai besoin d'un mouillage. Et au bout de 10 ans, ils disent je ne comprends pas, je m'étais inscrit il y a 10 ans et j'ai toujours pas de place. Alors qu'en fait, ils n'ont pas eu de réel besoin pendant une dizaine d'années. Donc, pour inciter les gens à être bien clairs sur le fait qu'ils souhaitent s'inscrire sur la liste d'attente, le conseil portuaire avait proposé de mettre une demande de 10 € par an pour être sur la liste d'attente. Donc ça, c'est le deuxième tarif. Et le troisième tarif, c'est donc la conséquence du vote que nous venons de faire sur la délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement. Avec le SDAEP, on a recalculé les 2 tarifs qui s'appliqueraient sur l'assainissement en basse saison, d'une part à 1,31 € par mètre cube et en haute saison à 3,11 € par mètre cube pour... donc, ce sont les tarifs qui s'appliqueront pour la part communale à partir du 1er janvier 2025.
Peut-être des commentaires. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. C'est eau et assainissement. Le tarif tel qu'il était. Non, mais c'est la partie. Non, c'est la partie assainissement. C'est mal écrit dans la. C'est mal écrit. C'est la partie assainissement. C'est la partie assainissement, c'est la conséquence de ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Tarif haute saison, basse saison. Absolument. Parce que sur le. Et le fait que maintenant on a inclus l'impact du fait que la commune traite les boues et les refus de dégrillage. Et on a inclus aussi, non, ça s'applique pas sur cela, le changement des... La redevance sur la performance des systèmes. Ah oui, la redevance, ouais. Elle est inclue aussi. Parce que c'est nous qui... de 0,084. Oui, c'est le transfert d'une redevance qui était directement sur la facture. Voilà, et qui maintenant passe dans la part communale et qui sera payée directement par la commune. C'est ces deux éléments-là qui... Oui. Parce qu'on n'avait pas le détail du calcul et la formulation au tarif eau potable. Non, c'est une erreur. C'est tarifs communaux, assainissement collectif. Bon, ok. Voilà. Et sur le tarif d'attente, par rapport à ce que vous avez dit sur le tarif d'attente pour les ports, normalement, à un moment donné, s'il y avait eu des places, la mairie contacte la personne qui est prioritaire sur la liste d'attente. Donc, en fait, ça ne change rien, sauf conduire des gens à se supprimer de la liste d'attente. Voilà. Et puis c'est arrivé très rarement, mais dans les informations du maire, je vais vous donner une nouvelle information qui va peut-être changer les choses. Mais ça voulait dire éventuellement qu'on contactait quelqu'un qui nous disait, mais pour l'instant, j'ai pas de bateau, mais je garde la place parce que j'en aurai un dans 2 ans. Et là, on arrive dans des situations un peu compliquées où est-ce qu'on donne priorité à quelqu'un parce qu'il s'est inscrit 10 ans plus tôt mais qu'il n'a jamais eu de bateau, ou est-ce qu'on donne la priorité à quelqu'un qui a vraiment un bateau et qui a besoin d'un mouillage. Bon, c'est une décision qui a été prise d'une manière unanime au Conseil portuaire, donc je propose l'intérêt, c'est de mettre ça dans les tarifs communaux. Est-ce que vous voulez qu'on vote séparément les 3 tarifs ou... On votera les 2 derniers, on votera contre le premier. On va voter en 2 fois. Donc, qui vote pour le tarif de 0,50 € pour l'accès aux sanitaires du bourg et du patronage, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre. Donc cette partie de la délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. 4. Ah pardon, excuse-moi Charlotte, désolé. 7 voix pour, 4 voix contre. Et donc là, en deuxième partie, pour d'une part la redevance de 10 € pour s'inscrire sur la liste d'attente et d'autre part les tarifs assainissement collectif en basse saison et haute saison, qui vote pour. Merci. Donc cette partie de la délibération est approuvée à l'unanimité. Merci. Alors le point suivant, c'est concerne la gestion des déchets. Il y a 2 parties. La partie 4A, c'est l'approbation du marché pour l'acquisition d'un 2e compacteur, et la partie 4B, c'est l'approbation pour le marché négocié de transport des déchets. Donc sur le premier point, on en avait déjà parlé, on avait fait un appel d'offres concernant l'acquisition d'un 2e compacteur. Ce compacteur sera utilisé principalement pour le compactage du tri, c'est-à-dire des emballages. Et ça va entraîner un changement dans la méthode de collecte des emballages, vu que la plupart des emballages seront collectés maintenant, quand le compacteur sera en service, par la benne à ordures ménagères, qui ramassera les containers de 750 litres qui sont sur les différents points de collecte. Et donc, la benne à ordures ménagères déversera directement dans le compacteur les emballages. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Il y a 2 raisons. 1, on veut réduire le nombre d'heures passées par les employés communaux sur cette collecte du tri
et sur le transfert de cette collecte dans les containers. Actuellement, ce sont des containers ouverts et le chargement de ces containers est extrêmement difficile. Et il se trouve que je suis passé à Chicago pendant la tempête d'Arag, et vous avez peut-être noté, mais en termes d'envol, ça a été catastrophique. Il y a eu des envols de plastique et autres emballages très importants. Et la nouvelle méthode de transfert de ces emballages évitera tous ces envols, vu que ça sera dans des containers fermés. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé d'aller dans cette solution. On a investi pour donc deux raisons. Une raison, on va dire, d'environnement, et la deuxième raison, c'est pour diminuer d'une manière importante les heures passées par les employés communaux à, on va dire, faire un travail relativement ingrat pour charger les containers d'emballage. On a négocié avec le même fournisseur de compacteurs que la dernière fois, qui s'appelle V3C. C'est un compacteur qui est identique au précédent, et donc si on a un problème sur le premier, on aura un backup. Pour toute cette négociation, comme pour le premier, on s'est fait assister de l'entreprise TPFI qui travaille avec la commune sur ces problématiques depuis maintenant 2018. Voilà, et puis dernier point, l'idée c'est de passer ce marché cette semaine en fait, de manière à avoir le compacteur installé pour la saison été 2025, vu que normalement il sera livré au plus tard fin avril, et il faut compter un mois pour l'installation et le réglage. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non? Pas d'autres, Marion? C'est bon? C'est bon. Très bien. Donc je vous propose de passer... Ah oui, juste un petit point, je rajoute, on profitera de l'installation de ce deuxième compacteur pour améliorer, on va dire, l'environnement de Chicago. On va retravailler sur les butons et on va planter en haut des butons des haies de manière à justement limiter les impacts visuels depuis la corderie, et d'autre part, encore une fois, limiter les envols qui ne devraient quasiment plus arriver, mais on va faire un petit travail. On est obligé de faire un peu de terrassement pour remettre la dalle du compacteur. On va en profiter pour améliorer les choses au niveau de l'entourage de Chicago. Ça nécessite bien évidemment une autorisation. Oui. Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Donc c'est délibéré sur l'opportunité d'approuver l'offre de V3C Environnement pour un montant de 155 670 € hors taxe, et de m'autoriser à signer les documents afférents à ce marché de fourniture pour l'acquisition de ce compacteur et de ses caissons, et dire que les crédits sont ouverts au chapitre 21 du budget annexe des ordures ménagères. Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point 4B, c'est l'approbation du marché négocié de transport des déchets. Donc on en avait parlé de ce marché. On avait donc, je vous rappelle que la région a renouvelé une DSP transport marchandises au 1er janvier 2024, mais elle n'avait pas voulu accéder à notre demande d'inclure des moyens de transport des déchets dans la DSP transport marchandises de Bréa, ce qui nous a amené à lancer un appel d'offres pour avoir un contrat en bonne et due forme pour la gestion des transports déchets pendant les 4 années à venir. Donc on avait fait un appel d'offres et on a reçu des offres début septembre.
mais la conclusion de la commission d'appel d'offres suite à l'analyse de l'offre reçue, on a déclaré, compte tenu de son niveau de prix, le marché infructueux. Et donc, on a ouvert une procédure de marché négocié. Dans le cadre de cette négociation, on a reçu une offre en variante qui change notoirement la méthode de rémunération du transporteur, compte tenu du fait qu'il nous a proposé de travailler sur la base d'un forfait annuel. Et c'est-à-dire que quel que soit le nombre, jusqu'à présent, on payait cette prestation avec 2 postes, un poste de mise à disposition d'équipements permettant le transport, et en particulier du ponton qui sert à faire le transfert des caissons depuis Chicago jusqu'à Barge, et ensuite une prestation à l'unité pour chaque transport individuel de caissons. La nouvelle proposition, c'est de faire un forfait annuel qui sera payé mensuellement en 12 mensualités égales, quel que soit le nombre de transports que l'on aura à faire, et c'est la commune qui définira le nombre de transports et qui demandera à ce que les choses soient transportées. On a analysé cette proposition qui nous a paru intéressante, mais dans un premier temps, elle était encore difficile à accepter compte tenu du fait qu'elle crée une situation où il était très probable que le budget des ordures ménagères serait déficitaire structurellement. Donc on a eu une nouvelle négociation avec en fait Bréa Marine et nous sommes tombés d'accord sur le fait que la rémunération annuelle pour le transport des déchets sera de 132 000 euros annuels hors taxe. Et je tiens à remercier Antoine Tartaud de Bréa Marine qui a compris la problématique et qui, je pense, permet à la commune d'avoir une situation qui, avec le deuxième compacteur, permettra d'équilibrer les budgets d'une part, et qui, je pense, pour lui permet d'avoir une vision sur 4 ans, d'une part, et d'autre part, de pouvoir mieux organiser ses transports pendant les basses saisons et hautes saisons. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Vous citez un prix de 132 000 euros sur la fiche que l'on a reçue, c'est 132 à 138. Pour vous tout dire, la négociation avec Antoine s'est terminée vendredi, alors que les documents étaient déjà partis. Et c'est pour ça que je le remercie, c'est qu'il a accédé in fine à notre demande qui devrait nous permettre d'avoir un budget juste à l'équilibre, mais équilibré. Et c'est pour ça que quand on a envoyé les documents, je n'étais pas encore certain du montant final. Pas d'autres commentaires? Donc on passe au vote pour délibérer sur l'opportunité d'approuver l'offre de la SARL Bréa Marine avec une solution forfaitaire annuelle et de m'autoriser à signer les documents afférents à ce marché de services de transport des déchets. Et les crédits sont ouverts au chapitre 11 du budget annexe des ordures ménagères. Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point numéro 5, c'est le point assurance, c'est l'indemnisation sur les dégâts occasionnés par la tempête Ciarán. Donc, je rappelle que cette tempête qui est intervenue le 2 novembre 2023 avait occasionné pas mal de dégâts sur un certain nombre de bâtiments communaux, le Moulin du Birlot, la Chapelle Saint-Michel, Centre nautique de Bréa, École de Quérano, École du Bas, Maison du Port-Clos et Maison du policier municipal.
Donc, ce que vous avez eu comme document de travail, en fait, c'est une lettre d'acceptation pour indemnité qui est bien évidemment soumise à une délibération du conseil municipal, qui ne sera considérée comme valide que lorsque le conseil municipal aura délibéré. Et la proposition donc de MMA, c'est de nous dédommager à hauteur de 127 270 € et 40 centimes. Déduction faite de la franchise contractuelle, et de nous payer en 2 étapes. La première, dès qu'il recevrait la délibération de la commune, il nous verserait 75 112 € et 12 centimes. Et puis la deuxième partie sera versée sur présentation des justificatifs. Alors, ce qu'il faut dire, en fait, on a eu de nombreuses discussions avec l'expert des assurances. Il est venu 3 fois sur Bréa. L'évaluation des dommages a été faite dans un très grand détail. Et en fait, on a eu une dernière réunion où était présente une inspectrice des assurances de MMA, l'expert et puis le représentant MMA de Paimpol. On a regardé dans le plus grand détail la proposition de dédommagement, et en fait on a constaté, on a 2 choses qu'il faut qu'on revoie dans ce contrat d'assurance. La première, c'est que on a dépensé, suite à la tempête Ciarán, plus de 62 000 €, on va dire, en nettoyage des parties publiques de la commune. On avait loué des broyeurs, on avait pris des intérimaires, on a eu nos employés des services techniques qui ont travaillé pendant quasiment 2 mois uniquement à faire du nettoyage. Et malheureusement, toute cette partie-là n'est pas couverte par l'assurance. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que parce qu'on est sur une île et à Bréa, on a des frais de nettoyage et d'évacuation des déchets assez important, parce qu'il y a le transport maritime, etc. Et la manière dont on est dédommagé sur ce point-là, c'est que l'expert évalue le niveau de dédommagement sur un ouvrage spécifique. Et ensuite, alors, il prend le devis qu'on lui présente, il enlève toute la partie démolition, nettoyage et transport des déchets. Il fait son évaluation en fonction du coefficient de vétusté et d'un certain nombre de paramètres, et il détermine que le dédommagement sur ce dommage sera de temps. Et ensuite, il applique 10% pour la partie démolition, nettoyage et transport des marchandises. Là où, à Bréa, c'est plutôt, en tout cas sur les devis qu'on a reçus, c'était plutôt entre 30 et 40%. Donc on a un manque, entre guillemets, un manque de couverture sur ce poste. Et donc je pense que l'expérience de cette indemnisation de ce problème de Ciarán va être de renégocier donc 2 points avec l'assureur. Le premier point, c'est, je pense qu'il faut qu'on essaye d'obtenir pour une augmentation du tarif raisonnable, le nettoyage de l'île, parce que je vous en parlerai dans les informations du maire. On a eu maintenant la tempête d'Arag et on recommence comme avec Ciarán. Et puis un changement de calcul dans tout ce qui est démolition, nettoyage et transport des déchets, pour être un peu mieux couvert. Alors ça, évidemment, c'est une négociation où il faut qu'on soit couvert, mais sans payer comment on dit, une cotisation annuelle trop importante. Si on avait été couvert pour ces 2 points, on aurait sans doute atteint 200 000 € d'indemnisation. Est-ce que vous avez des commentaires ou des... Alors, 2 commentaires. Le premier, effectivement, les tenants de l'aide d'acceptation qui est signée avant la décision du conseil municipal. Non. J'ai demandé à ce qu'il souligne bien.
le règlement des sommes est soumis à la communication du délibéré du conseil municipal validant cette proposition de règlement. Parce que, L'acceptation est quand même signée avant. Signée du 27/11. parce que si je n'avais pas signé, on repartait dans une négociation et j'aurais pas été capable de vous présenter aujourd'hui une proposition de règlement. C'est la procédure des assurances. Deuxièmement, vous demandez de délibérer sur une somme de 127 000, pourquoi pas, mais on n'a aucun élément qui nous indique le coût de la tempête Ciarán pour la commune. Parce que 127 000, c'est une somme en soi, mais si les dégâts sont de 600 000, c'est pas assez. On n'a pas de chiffre, aucun chiffre. Le chiffre était de l'ordre de 240 000 euros. Mais on avait, comme je vous l'ai dit, 60 000 euros. Alors, on va tirer les 60 000, tirer les 60 000. Et puis l'autre partie qui n'a pas été prise en compte, je vous en ai parlé aussi, c'est tout ce qui est démolition, nettoyage et transport. Et pour ça, il y en avait pour environ 40 000 euros. Alors, les 127 000 euros en indemnisation s'appliquent à une base indemnisable de combien? 240 000 euros. 240 000. Donc, Non, pas indemnisable, justement. Nous c'est ce qu'on a demandé, ok? Et l'analyse du contrat d'assurance et l'application ensuite par l'expert des différents taux de vétusté, etc., amène à ce calcul. Mais lui, il a pas hésité 2 secondes. Il nous a dit, regardez le contrat. on applique le contrat, oui. Voilà, on applique le contrat. Donc, on avait 62 000 euros de nettoyage, on les enlève. Ensuite, dans chaque devis, il y avait une partie nettoyage, démolition, transport, dont le total des devis, parce qu'on avait un devis par bâtiment, était de l'ordre de 40 000 euros. Et là-dessus, il a dit, j'enlève tout ça. OK, il reste un montant, il a enlevé aussi les 40 000 euros, et là-dessus, il a appliqué les règles d'expertise d'assurance, où il a appliqué des coefficients de vétusté et un certain nombre de choses. Je repose ma question. Sachant que le nettoyage des routes n'est pas couvert par le contrat, donc on l'exclut totalement. Le coût pour la commune était de 200, 240 240, moins 60, alors, donc, de nettoyage, 180. Donc les 127 s'appliquent à 180. Voilà. Okay. Donc la différence, c'est le coefficient de vétusté, oui. le transport, les calculs que vous avez. Okay. Donc en fait, le contrat est pas mal en termes. Je m'attendais à être moins bien couvert sur tous les problèmes de coefficient de vétusté, etc. Parce que le toit de la chapelle Saint-Michel quand même va être refait entièrement. Et on n'a pas un coefficient de vétusté très important là-dessus. On va refaire le chaume du Birlot et c'est pareil. Le coefficient de vétusté n'a pas été. Donc globalement, le contrat est pas mal, à l'exception des 2 points que je vous ai mentionnés. Et après les règles d'expertise, et il y avait des discussions entre l'expert d'une part et la compagnie d'assurance d'autre part. Tout ça, c'est très très réglementé, on va dire, dans la manière d'appliquer les coefficients et autres. Et en fait, on ne peut pas vraiment discuter. Ils nous ont reproché, c'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. Ils voulaient initialement avoir 3 devis pour chaque réparation. Et compte tenu de la tempête Ciarán d'une part et de la spécificité de Bréhat d'autre part, on n'a pas été en mesure de leur donner 3 devis pour chacun des bâtiments endommagés. Ok, donc cette réponse sur l'assurabilité du nettoyage suite à tempête. Attendez de voir le coût oui, bien sûr. de couverture, mais compte tenu de la fréquence qui augmente fortement, je ne suis pas sûr que ce soit un risque. Il faut qu'on voit si c'est intéressant pour la commune. Ça sera. Mais je pense que ça vaut le coup de poser la question parce que quand même, ça représente des sommes assez importantes. À l'arrivée, des dépenses assez importantes pour la commune. Et on est bien obligé de nettoyer. On ne peut pas imaginer qu'on ne nettoie pas. Et ils nous ont dit la différence qu'ils voient sur le continent, en tout ce qui est nettoyage, démolition, etc., ou même quand il faut nettoyer les routes, ils disent pourquoi vous avez pris un broyeur?
sur le continent, tout ce qui est débris d'arbres, etc., c'est emmené en général sur un terrain et puis c'est entreposé là et ça reste plusieurs années. Et nous, on leur a dit, mais on n'a pas ce genre de terrain. Nous, il faut qu'on nettoie et qu'on nettoie complètement. Donc, bon, on a eu ces discussions et je pense qu'on va essayer d'en tirer les leçons dans la mesure du possible pour améliorer un peu la situation de la commune pour les prochains événements de ce type. Pas d'autres questions? Donc, je propose de passer au vote. Donc, c'est l'opportunité d'approuver la proposition d'indemnisation de MMA pour un montant de 127 270 € et d'autoriser le maire à signer les documents afférents au versement de cette indemnité. Et ça sera crédité au chapitre 75 du budget principal de la commune. Qui vote pour? Et cette délibération est à l'unanimité. Le point suivant, c'est le renouvellement de la convention d'objectifs pour l'Office du tourisme. Alors pourquoi ce point? C'est parce que la convention arrivait à échéance au 31 décembre 2024 et donc il fallait la renouveler. Vous avez la proposition, mais on a repris en fait la même convention qui avait été signée en 2021. On a modifié quelques articles, notamment pour être plus précis sur la manière de verser les acomptes et la subvention. Et puis on a remis à jour sur le personnel utilisé, mais il n'y a aucun changement, on va dire, de principe sur cette convention. La durée reste la même, c'est 4 ans, à partir du 1er janvier 2025. Et la manière dont on appliquera cette convention reste exactement la même. Elle est un peu plus précise que la précédente convention pour éviter certaines discussions qu'on a eues avec l'Office du tourisme. Puis c'était de redéfinir aussi ce que devait faire l'Office du tourisme, un petit peu les prestations qu'il devait offrir. Un petit peu. Ouais. Voilà. Et puis aussi les retours qu'il devait faire à la mairie avec un rapport annuel, avec différentes choses. Donc on voulait bien l'établir dans la convention. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Et c'est l'opportunité d'approuver le projet de convention d'objectifs entre la commune et l'association de l'Office du tourisme et m'autoriser donc à signer la dite convention. Qui vote pour? Merci. Donc cette convention est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est lié un petit peu encore à l'Office du tourisme. C'est donc une demande de l'Office du tourisme d'une subvention exceptionnelle pour rééquilibrer leurs comptes, vu que depuis 2 ans, les comptes sont dans le rouge. Et donc, ils nous avaient demandé initialement une subvention exceptionnelle de 16 000 €. On a regardé les comptes de l'Office du tourisme et on a finalement décidé de considérer une subvention exceptionnelle d'un montant de 11 000 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au bilan, le bilan depuis 2022, l'Office du tourisme est dans le rouge. Et à hauteur de 6 700 € pour l'année 2022 et 5 600 € pour l'année 2023. Et sans subvention, on allait continuer à avoir une situation similaire en 2024. Et ce qui est normalement pour ce genre d'association n'est pas autorisé. Avec cette subvention exceptionnelle de 11 000 €, compte tenu du fait qu'on avait voté le 5 avril 2024 une subvention de 21 000 €
on arrivera à un montant de 32 000 euros pour l'année 2024. À se comparer, ce qui avait été demandé, c'était 37 000 euros. Et à comparer aux subventions des années précédentes qui oscillaient entre 29 000 euros et 27 000 euros. Ça, vous avez bien noté. Les chiffres sont clairs pour vous? Oui. Vous donnez les chiffres, mais on n'a pas de compte de prévisionnel dans ce qui est demandé et on s'est interrogé sur l'évolution. On augmente le temps de CDD, très bien, mais à un moment donné, les ressources de la commune ne sont pas entièrement d'accord. sensibles. Et justement, il l'a mentionné dans la lettre parce qu'on a eu cette discussion. On a demandé, et on l'a mis un petit peu dans la convention aussi, la nouvelle convention, on veut justement qu'ils aient un peu plus de ressources. Et donc l'augmentation du personnel doit être compensée par des ressources complémentaires en vente de petits articles, etc. Mais on veut pas avoir des frais supplémentaires pour la commune et on veut que la subvention reste à peu près au même niveau. Oui, parce que autrement, on va être tous les ans à... Ah non, alors ils annoncent que pour l'année 2024, avec cette subvention, ils vont être à l'équilibre. Et au bilan, il n'y aura plus de pertes reportées d'année en année. On repasserait dans le vert. La perte de 6 200 euros était liée au départ d'une salariée permanente, donc ça avait eu un coût supplémentaire sur le budget. Dominique. Il y a quelques années. 2022, ouais, c'est ça. Oui, mais on a conservé. En fait, on n'a jamais compensé ça, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'en 2022-2023, le bilan était négatif. Et là, justement, on a dit, on se remet. Aussi, depuis 1 ou 2 ans, que ce soit des loueurs ou de certains commerçants. Donc, on a perdu quelques recettes. Ça veut dire peut-être qu'il faut peut-être aussi aligner les moyens sur les ressources. La solution ne peut pas être toujours que d'augmenter les subventions. On est d'accord. Mais là, le but, c'était vraiment de rayer les antécédents et puis de repartir à zéro. Et on leur a bien spécifié que voilà, il y aurait pas pour les années à venir, il n'y aurait pas d'augmentation de budget et pas de subventions exceptionnelles pour les autres années, quoi. Et là, c'était vraiment de tout remettre à plat, quoi. Et en fait, le contrat comparé à ce qu'il y avait en 2022, le contrat est d'une nature différente pour éviter les problèmes qu'on a eus. Voilà, donc je propose de passer au vote. Donc c'est l'approbation d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 11 000 euros pour l'année 2024. Et on va le voir d'ouvrir les crédits au compte 65 748 du chapitre 65 du budget principal de la commune. Qui vote pour? Merci. Donc, cette subvention exceptionnelle est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est un point technique, c'est l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour l'année 2024. Donc on a reçu du Trésor public les créances qu'ils considèrent comme irrecouvrables. Donc vous avez eu accès au tableau. Par contre, le montant qu'on propose de passer en irrecouvrable est différent de ce qui est indiqué dans le tableau, parce que sur une partie des montants, on a une procédure en cours qui pourrait nous permettre de récupérer une partie de ces créances considérées comme irrecouvrables. Et donc on a sorti du montant qu'on propose de mettre aujourd'hui dans le budget les montants qui sont l'objet de cette procédure en parallèle. Et donc finalement en irrecouvrable, c'est en fait des gens qui ont été au camping, et qui n'ont jamais payé leur camping. Et ça date de 2021, je crois. Il a
dépenses de 2024, c'est sûrement une erreur dans le montant saisi au moment du règlement. Il y a 20 centimes. Oui, il y a du camping et puis il y a 0,20 euros, 20 centimes d'euros, où là, bon, on ne va pas déclencher une procédure pour ça. Quand on a 3300 milliards de dettes, l'État ferait bien de réformer ce genre de choses qui fait du temps et de l'argent. Des questions ou des commentaires? Non. Bien. Donc, je propose de passer au vote. Et donc, c'est délibéré pour admettre en non-valeur la somme de 105,60 € en créance irrécouvrable. Et ça sera imputé sur le budget principal de la commune au compte 6541. Qui vote pour? Si, c'est approuvé à l'unanimité. Le point numéro 9, c'est sur le budget principal et c'est une décision modificative. Donc on est en toute fin d'année. Il faut qu'on clôt notre année 2024 et compte tenu de cette subvention exceptionnelle qu'on a votée, on est un peu juste sur le chapitre 65 748 du chapitre 65. Donc on propose d'augmenter le montant de 42 000 € qui était prévu à ce chapitre et de prendre cette somme sur le chapitre 011 au poste 6042 qui est l'achat de prestations de services. Et donc il serait réduit, lui, de 6 000 €. Il était de 44 500 € au niveau du budget. Pour votre info, au 6042, donc budget de 44 500 € et la situation à date au 2 décembre, on est à 29 533 €. Donc si on rajoute ces 6 000 €, on va passer à 35 500 €. Et on a encore une marge assez importante par rapport au montant prévu au budget. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non. Donc on passe au vote. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour autoriser le maire à prendre la décision modificative sur le budget principal de l'exercice 2024 tel que je viens de vous la décrire? Qui vote pour? Merci. Donc cette décision est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est le point numéro 10. C'est un point très technique, mais qui est d'actualité actuellement, compte tenu du fait que les budgets au niveau national ne sont pas encore votés et que ça pourrait avoir un impact sur le vote même de notre budget communal. Donc, ça consiste a priori à autoriser d'engager, de liquider ou de mandater des dépenses d'investissement avant le vote des budgets 2025. Donc, le vote du budget 2025 est prévu comme d'habitude fin mars, mais doit être absolument voté avant le 15 avril. Sauf que la situation est telle cette année qu'on a un petit doute. Nous, on votera un budget en fonction de ce qui nous sera dit, mais pour l'instant, par exemple, on sait que DETR, DSIL, on a fait des demandes de subventions notamment, mais il n'y a rien de prévu actuellement. Sur la loi spéciale qui doit être votée aujourd'hui et mercredi au Sénat, il n'y a rien de prévu en DETR, DSIL, donc on ne sait pas encore du tout comment ça va se passer. Et si on pourra voter le budget comme prévu ou si éventuellement il y aura un retard dans le vote de ce budget. Donc le principe, c'est de dire, en attendant d'avoir un budget voté, on peut dépenser 25% des sommes qui étaient allouées au budget 2024. Ça, c'est très réglementé, mais ça nous permet de savoir exactement qu'est-ce que l'on pourrait envisager de dépenser avant le vote du budget. Et on vous donne
on vous dit où seraient imputés les montants sur les différents articles. Est-ce que vous avez des questions ou des... Ok, donc je propose de passer au vote. Et donc, vu les différents budgets, cette délibération consiste à m'autoriser à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2024, comme indiqué dans le tableau qui vous a été présenté. Qui vote pour? Merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est encore une décision modificative, c'est le point numéro 11, et cette décision est au budget eau et assainissement. Et c'est encore un petit ajustement en fin d'année sur un poste particulier du budget eau et assainissement, c'est le chapitre 20. L'item 203, c'est les frais d'études, recherche et développement. On avait prévu 18 130 et on est un peu juste. Alors pourquoi on est un peu juste? C'est parce qu'on a fait toutes les études concernant la réhabilitation de toutes les canalisations des eaux usées qu'on appelle de l'allégoate. Et en fait, ça part du lotissement de l'allégoate, ça fait le tour du terrain de foot et ça va jusqu'à la place du bourg. Donc toutes les études sont faites. Et ça nous a coûté au total 9 000 € de mémoire. Oui, et il y a la facture du SDAEP pour la MO DSP. Voilà. Et les frais de publication, c'est sur le même chapitre. Donc on a eu ça et on a eu effectivement la facture SDAEP pour la DSP qui fait qu'on est un peu trop juste sur le budget prévu de 18 130 € et qu'on propose de l'augmenter de 2 870 €. On prendrait cette somme au chapitre 21, poste 2158, immobilisation corporelle et autres, où là, on avait prévu au budget 147 920 € et la situation à date, au 2 décembre, on a dépensé quasiment rien, vu qu'on a dépensé 5 300 € sur les 147 000 € parce qu'on n'a pas vraiment engagé de dépenses d'investissement significatives dans le budget eau assainissement. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, on passe au vote et est-ce que vous m'autorisez à prendre la décision modificative sur le budget annexe eau assainissement exercice 2024, tel que je viens de vous le présenter, qui vote pour? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est aussi un point très technique qui concerne le régime indemnitaire de notre policier municipal. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait au niveau national. Compte tenu de la difficulté pour certaines communes de recruter des policiers municipaux, ça a été regardé, il a été considéré que les policiers municipaux n'étaient pas traités comme les autres employés du service public et il n'y avait pas d'IFSE pour les policiers municipaux. Et donc, en fait, il y a eu une proposition de changement du régime indemnitaire pour introduire cet IFSE dans un cadre extrêmement précis et en passant notamment devant le comité social territorial départemental pour savoir si la proposition, on a fait une saisine, et savoir si la proposition qu'on faisait était conforme d'une part et si elle recueillait l'avis favorable des élus du comité social. Et pour votre information, on a eu un avis favorable unanime au niveau des élus et au niveau des collèges du personnel, on a eu un avis favorable, on a eu 6 avis favorables, et 3 avis défavorables, un des syndicats ayant voté contre, parce qu'elle souhaitait qu'on aille au maximum du taux réglementaire proposé.
à savoir 30%, là où on a proposé 29%. C'est principalement un changement de... il y aura une part de l'IFSE qui sera mensuelle, et puis il y aura une part qui sera évaluée au mérite, comme pour les autres agents municipaux maintenant, en fin d'année, en fonction de ce qu'aura fait le policier municipal pendant l'année. Mais il n'y a pas de changement fondamental au niveau de sa rémunération à la fin. Est-ce que vous avez des questions ou des... Donc je propose de passer au vote. Alors il y a beaucoup de considérants dans cette délibération, mais pour simplifier, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change le régime de rémunération du policier municipal et qu'on fasse en accord avec la proposition qui a été faite au comité social territorial? Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant était l'approbation de la convention de partenariat France Service. Et donc, alors c'est un peu comme l'autre point que vous avez mentionné tout à l'heure. Il se trouve qu'on avait une réunion de tous les... Donc, juste pour rappel, il y a une maison France Service qui a été implantée à Paimpol et qui est censée... une maison de France Service, ça regroupe un certain nombre d'organismes qui proposent des services aux administrés pour les aider quand ils ont des problèmes d'impôts, des problèmes de sécurité sociale, des problèmes de logement, etc. Cette maison France Service, elle est à disposition de tous les administrés du canton. D'accord? Elle est gérée par la mairie de Paimpol. La mairie de Paimpol a des dépenses qui sont de l'ordre de 170 000 €, mais les subventions qu'elle a reçues de l'État pour en fait ce transfert de services, parce qu'avant ces services étaient fournis par l'État au travers d'un bureau des impôts, au travers d'un bureau de la sécurité sociale, etc. Les subventions de l'État ne sont qu'à hauteur d'environ 100 000 €. Et donc, ça représente un trou pour la commune de Paimpol de 70 000 €. Et la commune de Paimpol souhaitait que toutes les communes qui bénéficient de ce service participent un petit peu à couvrir ce coût non couvert actuellement. Donc, on a eu une réunion, et cette réunion était la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Et il se trouve que les maires n'étaient pas d'accord sur les méthodes proposées par Paimpol. Et donc on a conclu qu'il fallait que Paimpol revoie sa proposition, mais qu'en l'état, elle n'était pas acceptable. C'est pour ça que finalement ce point, je rappelle que l'ordre du jour avait été établi au moment où vous avez transféré les documents concernant la DSP, donc 15 jours avant. Ce point, en fait, je ne peux pas vous présenter la convention parce que la majorité des maires du canton n'ont pas accepté la proposition. C'est un point qui sera sans doute représenté dans un conseil d'ici de 3 mois. Donc, voilà. Donc pas de délibération à prendre là-dessus. Le point suivant, c'est la motion de soutien à la demande de classement du sauvetage en mer au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Donc, je vous ai transmis la lettre de l'ANEL. L'ANEL, c'est l'Association nationale des élus des littoraux, pardon. Et donc, cette motion qui nous propose de soutenir une motion pour la reconnaissance donc de la SNSM et du sauvetage en mer comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Alors, compte tenu de la situation de la SNSM actuellement et des problèmes qu'il y a eu récemment, je pense que il est bon de soutenir cette motion parce que si elle est reconnue au patrimoine immatériel de l'humanité, je pense que ça ne pourra qu'aider la SNSM à trouver des bénévoles et puis à continuer le service de sauvetage qu'elle assure le long des côtes françaises. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Donc, si vous êtes d'accord pour encourager et soutenir cette initiative, et donc me permettre de signer une lettre qui fera participer VREA à cette motion de soutien. Vote pour. Merci. Donc, cette décision est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est les infos du maire. Alors, il y en a pas mal. Le premier point concerne les ZML. Donc, je rappelle, c'est les zones de mouillage en équipement léger. C'est un processus très long qui avait commencé en 2019, où en fait l'État, on a déjà parlé, l'État souhaite transférer à la commune la gestion, on va dire, des mouillages qui sont autour de Bréa et qui ne sont pas dans les ports communaux. On a toujours dit, dans le cadre de ces discussions, que la commune était disposée à reprendre la gestion de ces mouillages, sous réserve que ça ne lui coûte pas 1 euro. On a eu des discussions très difficiles avec la DDFIP, qui n'était pas d'accord pour approuver ce principe. Et donc on a dit, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, on abandonne le projet ZML. La préfecture, elle, tenait vraiment à ce que ce projet se fasse, et donc nous avons reçu, il y a quelques jours, une confirmation du préfet qu'on aurait une subvention un petit peu exceptionnelle de 35 000 euros qui va nous permettre de mettre en place les quelques équipements demandés dans le cadre de cette procédure ZML et qui nous permettra de rester positif. Ça ne coûtera pas d'argent à la commune. Alors, compte tenu de ça, et de cet engagement de la préfecture à en fait nous aider à garder ce budget positif, on a accepté de continuer la procédure création des ZML, et donc la procédure passe maintenant par une information du public qui en fait commence aujourd'hui, 16 décembre, et qui se poursuivra jusqu'au 6 janvier, où vous pourrez consulter la proposition de convention, la proposition de règlement d'exploitation. Vous pourrez voir quelles sont les zones de mouillage qui sont définies autour de l'île. Et vous pourrez voir le nombre de mouillages. Alors c'est là où je vois personnellement un intérêt pour la commune, c'est qu'aujourd'hui, il y a 94 mouillages dans différentes zones autour de la commune, en dehors des ports communaux. Et dans le cadre de la négociation des ZML, l'État a accepté qu'on en mette 142. C'est-à-dire qu'on va donc pouvoir offrir à des gens qui sont en liste d'attente, sous réserve qu'ils acceptent de se mettre dans les différentes zones et non pas dans les ports communaux, on va pouvoir satisfaire à leurs demandes. Donc, première étape, information du public. Deuxième étape, réunion publique. Et la réunion publique aura lieu le 2 janvier après-midi. Et la réunion publique sera une réunion d'information où en fait on vous représentera un petit peu les documents que vous pouvez consulter dès à présent. Et cette réunion se fera en présence des gens de la DDTM qui ont préparé toute cette procédure. Enfin, la troisième étape sera la signature à Bréa en présence du nouveau préfet du département. Et cette signature aura lieu fin février, début mars. Et je tiens à préciser que
proposition de convention que vous pouvez consulter ou qui sera présentée à la réunion publique du 2 janvier fera encore l'objet de quelques discussions avec la préfecture. Voilà, dernier point mentionné concernant ce point, les personnes qui ont déjà un mouillage dans ces différentes zones, on les invite à contacter dès à présent la mairie pour commencer à préparer la procédure de transfert, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ces gens, normalement, tous les ans, renouvellent leur autorisation de mouillage et leur redevance avec la DDTM. Et cette année, et on fera ça à partir du mois d'avril, le transfert sera effectif à la commune, et c'est avec la commune qu'ils discuteront pour avoir leur arrêté d'autorisation de mouillage. Mais pour prendre de l'avance, on propose aux usagers de prendre contact dès à présent avec le service urbanisme de la mairie qui va s'occuper de ce changement. Le deuxième... S'il vous plaît. Pardon, oui. Un point complémentaire par rapport à ce que vous avez dit sur le SMEM. Ce que vous dites sur se rapprocher de la mairie est vrai aussi pour les gens qui sont dans les ports communaux, dont la convention de 3 ans arriverait à échéance. C'est 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans. Bah, pour les ports communaux, la procédure reste inchangée. Il y a eu un changement important il y a 2 ans, donc oui, c'est 2 ans. Je crois sur les conventions. Donc cette fois-ci. Il y a des gens qui doivent renouveler, effectivement. Fin décembre. Ouais. Donc, les deux vont être. C'est pas fin décembre, c'est au mois d'avril. Hein. Ça va d'avril à avril. C'est pas fin décembre. Non. Mais pour les ports communaux, les gens doivent continuer la procédure et vous avez raison, il y a eu un changement et les conventions maintenant sont signées pour 2 ans systématiquement. Pour éviter et les gens doivent continuer la même procédure. Donc ceux qui arrivent à échéance doivent être renouvelés. Et pour les ZMEL, ils recevront une lettre officielle de la DDTM une fois que la convention sera signée, qui leur annoncera que la gestion de leur mouillage est transférée de la DML vers la commune. Mais on propose de commencer dès à présent les procédures de transfert. Voilà sur ce point. Deuxième point concernant les informations du maire, on m'a demandé de mentionner un erratum qui concerne lors de la réunion publique sur le bilan du PAT, il y a eu une information inexacte qui a été faite concernant la cantine de l'école et le fait que le restaurateur qui s'occupe de la cantine, j'ai dit des choses qui pouvaient faire penser qu'il ne respectait pas la loi Egalim. Donc il m'a transmis une demande d'erratum pour bien préciser qu'il respecte la loi Egalim. La loi Egalim demande 20% de bio, 30% d'achat de qualité labellisée et 50% d'achat alimentaire libre. Et en fait, la confusion que j'ai faite, c'est entre les 20% bio et les 20% fournis par le GAEC. Donc il n'y a pas forcément 20% fournis par le GAEC, mais le restaurateur m'a confirmé qu'il avait bien 20% de produits bio qui étaient fournis soit par le GAEC, soit par d'autres fournisseurs bio autour de 20%. Voilà. Et il a redit qu'il faisait très très attention à respecter cette loi et à faire très attention à être absolument dans les normes pour tout ce qui concerne le sanitaire et toutes les règles qu'il doit respecter concernant la préparation des repas. Quand vous dites le GAEC, c'est le GAEC de Kervillon, j'imagine. Oui. Parce qu'il y a d'autres GAEC. Pardon. Oui. Oui, le GAEC de Kervillon et effectivement ce que j'ai dit à la réunion de présentation du bilan du PAT porté à confusion. Donc
Donc, il m'a été demandé de reconfirmer qu'il y a bien 20% de produits bio, mais c'est pas uniquement le GAEC de Kervillon qui les fournit. Le point suivant, c'est, comme vous le savez, nous avons eu une nouvelle tempête, la tempête d'Arag. Nous avons à nouveau subi un certain nombre de dégâts, principalement au niveau des arbres. Il y a encore un certain nombre d'arbres sur les parcelles communales qui sont tombées et qu'on va nettoyer. Mais je mentionne ce point parce qu'il y a aussi un certain nombre d'arbres sur des parcelles privées qui ont été endommagés, qui sont tombés. Mais comme on est en période d'hiver, les propriétaires ne sont pas forcément sur place. Et donc, on souhaite que certains se renseignent sur l'état de leur jardin et qui prennent des mesures si effectivement il y a des arbres tombés, des nettoyages à entreprendre. Le point suivant, c'est on a reçu un courrier comme quoi il y a une nouvelle campagne sur les espèces animales invasives qui sont susceptibles d'avoir des impacts sur la santé des habitants. Et donc, il y a notamment un nouvel arrêté préfectoral qui a été pris pour les Côtes d'Armor qui vise les chenilles processionnaires du pin et du chêne, parce qu'elles sont très présentes dans le département. Et donc, il y a toujours cette lutte contre les espèces invasives animales. Et à ce titre, il nous a été demandé de désigner au sein de la collectivité un référent chargé de lutter contre ces espèces, d'être le contact des différents organismes qui travaillent sur le sujet. Donc, j'en ai parlé avec Marion Réglé, qui accepte d'être la référente pour les espèces invasives animales et qui sera notamment la référente, mais elle l'est déjà plus ou moins, de la Fredon Bretagne. Voilà. Donc si vous repérez des espèces invasives animales ou végétales, d'ailleurs, vous pouvez continuer de venir vers moi ou vers la mairie pour que ça me soit transmis et je ferai le nécessaire auprès de l'AFREDON ou d'autres organismes pour voir les démarches à faire, soit de protection des périmètres, soit d'éradication, soit parfois il n'y a rien à faire, mais d'identification minimum. Voilà. Et en fait, dans ce cadre de lutte contre les espèces invasives, juste pour votre information, durant l'été 2024, nous avons détruit 18 nids de frelons asiatiques. Donc c'est une augmentation par rapport à l'année 2023. Et notamment, il y a eu beaucoup de nids détruits en octobre 2024, il y en a eu 13. Donc la saison s'est un petit peu décalée. Le point suivant concerne les parkings de l'Arc Ouest. Alors pour votre information, on a reçu tout récemment une délibération du conseil municipal du 4 décembre de Ploubazlanec qui a décidé de l'actualisation de la convention avec la mairie de Bréhat pour la mise à disposition des places de stationnement sur les parkings de l'Arc Ouest. Donc il y a une convention qui avait été signée en 2021 qui faisait suite à une convention qui avait été signée en 2016. Et là, la mairie de Ploubazlanec a considéré qu'il fallait actualiser cette convention et donc on a des augmentations sur les différents badges que l'on reçoit, ou badge habitant, badge professionnel et macarons, qui vont de 10 à 20%. Alors je précise que les Bréhatins ne verront pas ces augmentations cette année parce que les tarifs de parking ont été votés avant de recevoir cette lettre de la mairie de Ploubazlanec. La convention précisait que normalement
les tarifs étaient reconduits, sauf dénonciation au plus tard en octobre. Donc, cette règle n'a pas été respectée. Néanmoins, on va accepter parce que les tarifs n'avaient pas augmenté depuis 2021 et certains tarifs n'avaient pas augmenté depuis 2016. Donc, on pourrait leur dire que, non, leur délibération ne peut pas s'appliquer en 2025, mais je pense qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une approche différente l'année prochaine. Oui, absolument. Donc, il y aura un impact au niveau des tarifs, mais uniquement pour 2026, vu que les tarifs sont votés pour 2025. Simplement, cette décision de Ploubaz-Lanec démontre qu'actuellement, les communes sont toutes à la recherche de nouvelles ressources, comme toutes les communes, et que ils ont vu que les parkings étaient une possibilité compte tenu de l'historique que l'on avait avec eux et qui n'avait pas eu d'augmentation depuis longtemps. Le point suivant, nous avons répondu à un appel d'offres lancé par la région pour développer des logements écologiques pour héberger les randonneurs du GR34. Donc, à ce stade, on a simplement répondu à une lettre d'intention de la région qui demandait si on pouvait être intéressé par cet appel à projet. On a répondu oui. Et ensuite, ce projet va se développer. Il va y avoir un certain nombre de phases pour une décision sur les projets qui seront retenus, qui sera plutôt vers la fin de l'année. L'intérêt pour nous, ça serait de développer un petit peu le camping parce qu'il y a des subventions pas importantes, mais de bonnes subventions pour notamment des écolodges. Et on pourrait espérer avoir une aide pour réhabiliter les toilettes. Les toilettes du camping ne sont plus aux normes, donc au standard on peut attendre d'un camping. Et donc on a répondu à cet appel à projet dans ce cadre et on va suivre pour voir ce qu'on peut faire. Stéphane, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ces éco-cabanes, c'est pas volumineux, hein, c'est juste pour 2 personnes. Ça demande pas non plus de faire une dalle de béton. On peut le poser directement. C'est un petit peu sur pilotis. C'est de quoi loger 2 personnes. Il y a un petit, il y a de quoi aussi brancher un téléphone portable, par exemple, ou une lampe torche avec un petit panneau solaire sous le dessus. Et beaucoup de campings sur les autres îles de Venant sont équipés de ce genre de choses. Et moi, je les ai appelés pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient. Et c'est très apprécié. Ça permet aussi de pouvoir développer du tourisme en camping à d'autres périodes de l'année. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au sol, donc moins de froid, etc. Vous êtes à l'intérieur d'une petite cabane en bois. Et en plus, ça s'intègre bien dans le paysage. Donc, alors on va pas bien sûr en mettre 150, mais juste sur l'emplacement du camping, si on pouvait en mettre au moins 4-5 pour commencer et voir un petit peu comment ça fonctionne et si c'est apprécié, en sachant que la région Bretagne veut essayer de développer le tourisme sur la partie du GR34, essayer d'améliorer un petit peu le fait de pouvoir bien dormir tout le long du GR34, et vu que nous, on n'en est pas très très loin, on peut aussi bénéficier de cette subvention et pour essayer d'améliorer notre camping qui est dans un endroit qui est magnifique, mais qui est un petit peu désuet, et qui maintenant, au niveau des normes, en tout cas au niveau sanitaire, c'est plus acceptable. Donc on va suivre ce projet et la première réaction de la région est plutôt positive. Le point suivant, on en avait parlé, donc c'est la réhabilitation du chemin du phare du Pan. Donc on a reçu des appels d'offres, on s'appuie sur notre maître d'œuvre qui est le bureau d'études INEX pour les analyses. On a analysé les offres. Ces offres sont dans le budget qui avait été envisagé au moment du débat d'orientation budgétaire de début d'année. Donc on va a priori continuer sur cet appel d'offres. On se pose des questions sur le planning. Il était envisagé initialement de faire les travaux
avant la saison d'été 2025. Ça paraît difficile de faire ça maintenant, donc l'idée c'est de rediscuter avec le soumissionnaire qui a été retenu par la commission d'appel d'offres pour voir si on peut faire une adaptation du planning et probablement reporter les travaux après la saison estivale 2025. Le point suivant, c'est juste pour vous informer que vendredi aura lieu à la caserne la cérémonie de la Sainte-Barbe et qu'à cette occasion, plusieurs pompiers recevront des médailles pour leurs 10 ans, 20 ans ou même 30 ans de service à la commune. Et ça sera en présence d'un certain nombre de gradés du SDIS. Le point suivant, j'en ai oublié un, excusez-moi, c'était, vous l'avez peut-être vu tout récemment, mais le permis de construire pour la réhabilitation des rocs a été affiché, justement, et ce permis de construire a été confirmé le 22 novembre, donc tout le processus concernant les rocs continue. Le projet dans la phase de définition est quasiment terminé et les appels d'offres devraient être lancés fin janvier, début février. Donc le projet est comme prévu. Et enfin, dernier point pour moi, je rappelle que la cérémonie des vœux aura lieu le samedi 11 janvier 2025 à la salle des fêtes à 17h. Et qu'elle sera suivie d'un verre de l'amitié comme c'est l'usage chaque année. Voilà pour les informations du maire. Et le dernier point à l'ordre du jour, questions diverses. Est-ce que vous avez des questions? Nous en avons, oui, quelques-unes. Vous avez effleuré le sujet des subventions tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée plus claire des subventions dont la perception pourrait être remise en cause compte tenu des contextes nationaux, régionaux, départementaux? Alors, pour l'instant, justement, on est en train, notamment les subventions importantes, c'est les subventions concernant les ROC et le processus continue et on est en train de signer les conventions finales avec la région. Donc, et on a déjà reçu des avances de l'État de 50%. Donc, rien n'indique, et j'ai eu ça d'autre part dans le cadre de l'AIP, que les subventions qui ont déjà été attribuées, rien n'indique qu'elles soient remises en cause. Par contre, on avait discuté avec le préfet lors d'une de ses visites, qui avait confirmé qu'on pouvait présenter une demande de DETR pour les ROC pour les travaux 2025. Eh bien ça, aujourd'hui, moi je suis ça d'assez près. On a reçu un courrier qui nous demandait de confirmer qu'on avait déposé toutes nos demandes avant pour aujourd'hui, le 16 décembre, ce qu'on a confirmé. On a déposé toutes nos demandes en temps et en heure, mais rien n'a été confirmé concernant le niveau de DETR ou de DSIL pour l'année 2025. Donc là, on est dans l'inconnu total. Mais les subventions déjà attribuées, et j'ai eu des exemples spécifiques dans le cadre de l'AIP, sous réserve que les procédures de conventionnement aient été faites en bonne et due forme, ces subventions sont confirmées. Par contre, on voit très bien, il y a une île sur laquelle les procédures de conventionnement n'ont pas été suivies comme elles auraient dû l'être, et là, immédiatement, les subventions sont supprimées. L'expérience montre qu'on est sûr de la subvention quand elle est encaissée. Même avec une perception pour moitié, il se peut qu'une décision... Oui, pour l'instant, c'est pas trop ce que j'entends dire. Par contre, je pense qu'il va y avoir un net serment et une diminution notable des subventions 2025 de type DETR, DSIL, ou même
ou même les autres. Là, c'est des subventions de l'État, des ETR, mais la région aussi, plus regardante sur ces subventions. La région, justement, là, sur une autre île, et c'est dans le cadre de l'AIP, la région a confirmé que si les procédures de conventionnement n'étaient pas faites correctement, il n'y avait plus de subvention et elles l'ont appliqué. Par contre, à partir du moment où les choses sont faites telles qu'elles devaient être faites, pour l'instant, ça continue. D'autres questions? Oui, une question, on avait déjà un peu évoqué une fois, ça concerne les totems ou les poteaux de direction. Savoir si leur état en fait est normal. Il y a comme un délavement, il y a quand même beaucoup de totems qui s'ouvrent sur le dessus, je sais pas. On a fait un bilan un petit peu de tout ce qui avait été posé. Ouais. Donc il y a quelques erreurs qui vont être corrigées, il y a des panneaux qui vont être rajoutés, il y a des poteaux de totem qui vont être changés. Ça c'est prévu, on a fait le tour avec les services techniques et avec Gauthier qui s'occupe de ça, et normalement ça devrait être fait là bientôt. Tous les changements prévus. Okay. Mais en effet, c'est vrai qu'il y a certains poteaux qui paraissent un petit peu... Oui, c'est ça, pourtant on a fait juste un tour rapide de quelques-uns. Et... On a tenu compte de certaines remarques qui nous ont été faites, donc on va améliorer les choses. Mais je suis d'accord, c'est sûr qu'il y a... Ils ont 6 mois, 8 mois, je ne sais plus. Ils ont été installés en juin, quelque part. Juin, oui. C'est prévu. Tu parles du délavement, là. Ouais, il y a le délavement c'est peut-être normal, hein, peut-être, mais certains s'ouvrent aussi. Non, pour moi, les fentes sont totalement normales. Le délavement, faut qu'on voit. Je l'ai noté aussi. C'est ça. Oui, on peut aborder le sujet aussi, mais vous vouliez l'évoquer plutôt au mois de janvier, la maison du port clos, au mois de septembre ou octobre, vous nous aviez dit que le contexte économique au moment de la vente n'était pas le bon. Le chemin qu'on prend actuellement n'améliore pas forcément le contexte économique, donc vous vouliez relancer la vente différemment. Je pense que vous êtes toujours sur le même... Absolument, oui. Ouais, mais le contexte économique ou global n'est pas forcément favorable. Non, mais on en est parfaitement conscient. J'ai une remarque qui n'est pas de la responsabilité de la commune, mais on vous l'a probablement signalé aussi, l'éclairage sur les cales qui a été modifié et qui ne remplit pas son objectif, c'est de permettre aux gens de marcher sur les cales de façon sécurisée quand il ne fait pas jour. Vous l'avez vous-même signalé à... Et la réponse de... Il n'y a pas de réponse, en fait. Ce que j'ai noté, parce que justement j'ai constaté la même chose que vous, c'est qu'en fait, tous ces éclairages au sol qui sont basés sur des petites cellules photovoltaïques... Il n'y a pas de soleil? Non, c'est pas quand il n'y a pas de soleil, ça dépend des marées. En fait, ça dépend des marées. Si la marée haute est, on va dire, à midi, ça veut dire qu'il n'y a pas de recharge, on va dire, entre 9h et 15h. Et dans ce cas-là, la nuit, elle s'arrête très très vite. Et ça, en fait, ça c'était un constat d'évidence, quoi. Ah oui. Il faut qu'il trouve une autre solution. Oui, mais alors l'autre solution, c'est de repasser des câbles sous le passe-pied. Ça coûte très très cher. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a actuellement une discussion entre le département et la région pour le transfert du port de l'Arc-Ouest et du port clos depuis le département à la région. Et je pense que le département, dans le cadre de ces discussions, ne va rien faire avant. Normalement, le transfert doit se faire au plus tard fin 2025. Je pense qu'ils vont rien faire avant. Et je me pose la question de savoir s'il faut qu'on adresse ça dès à présent avec la région. Parce que c'est un problème de sécurité. Un problème de sécurité, oui, tout à fait. Mais non, j'ai beaucoup regardé parce que ça me gênait. Et en fait, c'est un problème de marée. C'est pas tellement un problème
de soleil et des jours où il y a moins de soleil que d'autres, mais c'est les jours où il y a de l'eau sur les cellules, ça fonctionne plus. Et les C'est jours tout sont bête. courts, donc, Hein? et les jours sont Et courts. les choses, voilà. Donc, On a évoqué ici des pierres qui risquaient de tomber auprès de l'ancienne mairie actuellement, office de tourisme. Là, il y a une petite consolidation qui a été faite. On a été victime il y a quelques années de mérules dans l'église. Et la mérule qui était due aussi à des dépôts qui étaient sur le toit qu'on ne regarde pas, regarde pas tous les jours parce qu'il faut y aller éventuellement avec un drone. Je ne sais pas s'il est prévu de faire quelque chose en la matière au cours des mois qui viennent, mais il ne faudrait pas se retrouver dans la même situation qu'on a connue il y a une dizaine d'années de la mérule. alors en fait, on a fait une intervention, je pense il y a 2 ans, sur des solins et sur des chenaux du toit, plutôt du presbytère et au-dessus de l'office du tourisme. Malheureusement, non, je sais, mais malheureusement, on a signalé à nouveau des fuites. Donc, on va être obligé de réintervenir sur ces toits. Donc, je tiens compte de ce que vous dites et on va demander à... Remarque qui m'a été faite et effectivement, ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc, on se retrouve là, un jour avec de la mérule et... C'est grave. Mais bon, moi, je fais une intervention à programmer de manière à vérifier les fuites qui sont plutôt au-dessus du presbytère et de l'office du tourisme. On en profitera pour demander une intervention sur les toits de l'église. Et dans le même ordre d'idée, on m'a signalé très récemment qu'à Quai-en-Roue, les vitraux semblaient, vus du chemin, semblaient prêts Tombé. à être décelés. Donc il suffirait de faire un petit scellement rapide. Je ne sais pas si c'est dû à la tempête ou ou une autre tempête. D'accord, on note votre remarque et on va vérifier ça parce qu'il ne faut pas que ces vitraux tombent. Pas d'autres points? Oui, Juste évoquer quelques événements. ouais, vas-y. On peut peut-être commencer par signaler la distribution des paniers cette semaine, prévu mercredi. Mercredi matin, les paniers des anciens. Voilà. Et puis peut-être évoquer également le pot qui est prévu avec les élus vendredi après-midi. Ça, c'est Avec les services techniques. avec les employés communaux. Avec les employés, oui. Ouais. Mais peut-être Oui. après, je dis ça. Et je crois que les scènes de Bréa proposent un spectacle jeudi, ici à 18h. Je crois que c'est un spectacle d'improvisation, je crois. Quelque chose comme ça. Cette semaine, jeudi, Et où? Ici? à la salle des fêtes. Je comprends pas. Et il y a l'arrivée du Père Noël juste avant, pour ceux que ça intéresse. Pour l'école, voilà. Éventuellement. Comment dire, non, plus sérieusement, il y a une journée le samedi 28 entre les 2 fêtes de fin d'année. Normalement, on va réussir à regrouper associations, créateurs et producteurs de Lille ici à la salle des fêtes et autour de la salle des fêtes pour une journée un peu animation et festive, surtout pour ceux qui veulent participer. Et puis le lendemain, on va essayer avec un petit bémol de représenter le petit film qu'on a présenté au mois de novembre. Bien. Comme il y aura peut-être un peu de monde, on se dit que c'est peut-être une bonne idée. J'attends juste la réponse de l'amicale AU. Tu parles du film Sur la SNSM, ouais. sur le sauvetage Représenté, ça sera certainement vers 15h le dimanche. Très très bien ça. Dimanche, voilà. Ouais, très bien. Voilà ce que je voulais évoquer. Ouais, moi je voulais juste, ça n'a rien à voir avec le conseil municipal, mais ça fait un an et demi qu'on subit aussi donc des tempêtes, mais je voulais qu'on ait une petite pensée pour d'autres insulaires qui sont à l'autre bout du monde et on subit il y a 2 jours une tempête, un cyclone terrible. Et voilà, je voulais juste un petit mot de solidarité insulaire. Et moi, d'autant plus que ça touche aussi les jeunes de l'Épide qui viennent chaque année nous aider à nettoyer l'île et dont la moitié de ces jeunes viennent de Mayotte. La moitié de ces jeunes sont des Mahorais. Donc,
j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour eux et leurs familles en solidarité insulaire. Voilà. Tu as tout à fait raison. Merci. Et s'il n'y a pas d'autres points, on va clore ce conseil. J'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël et pour ceux que je ne verrai pas d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année. Donc le conseil est clos à 11h49.